Comment intégrer l'armée? Comment évoluer au sein de cette institution? Comment oser tout quitter pour entreprendre? Autant de questions auxquelles Thibaut a accepté de répondre dans cet épisode. Salut Thibaut, comment Hello, vas-tu? ça va très bien, merci et toi? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Un plaisir. Je vais commencer le podcast en te posant une petite question que je pose à chaque fois, à savoir dans quel environnement as-tu grandi et ce que tu fais aujourd'hui? Ok, bah écoute, avec plaisir. Alors, j'ai grandi dans la banlieue bordelaise. J'ai fait toute mon enfance jusqu'à la classe prépa à Bordeaux, donc à la campagne quand même. Donc j'ai pas grandi à la ville. Je prenais mes 20-30 minutes de vélo pour aller Ouais. voir mes copains. Classique. Classique de campagnard entre guillemets. Oui. Donc j'ai grandi dans un milieu très relativement protégé, pas dans une famille aisée, mais qui avait suffisamment de moyens pour que j'ai une enfance très agréable. Et du coup, aujourd'hui, ce que tu fais, Bien écoute, aujourd'hui, je suis entrepreneur et je suis directeur marketing dans une boîte d'investissement dans des startups. Et je suis également l'hôte d'un podcast également, tout comme toi, qui s'appelle From Scratch, où j'interviewe des entrepreneurs aguerris et je leur demande ce qu'ils feraient s'ils devaient recommencer from scratch. trop bien. Je mettrai le lien du podcast, super intéressant. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment tu es arrivé à ce que tu es aujourd'hui. Et quand tu me parles de ton enfance, la première question que j'ai, c'est tu rêvais de quoi à ce moment-là? Alors j'ai rêvé de plein de choses. C'est vrai que ça a beaucoup évolué, même pendant mes études. Je me souviens qu'à l'époque, je voulais être géologue. Je sais pas Ok, pourquoi? Ouais. J'avais cet attrait. J'avais cet attrait pour cette partie-là, soit géologue, soit spationaute. Donc Ah oui, voilà, c'est très il y particulier avait quand deux même. ambitions différentes. Mais c'est vrai que j'avais un peu ce truc-là, mais très jeune. Je l'ai perdu pendant un temps et au collège, j'avais un prof qui était incroyable en sciences et vie de la Terre. C'était une matière où vraiment, je n'avais absolument pas besoin de réviser. Il était tellement fort, il permettait de tellement bien transmettre les connaissances que je sortais du cours, je le connaissais par cœur. Ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma Ouais, vie. c'est ce que j'allais dire, c'est très rare. C'était Monsieur Tanguy, si vous nous écoutez. C'était incroyable. Ça m'est arrivé vraiment qu'une seule fois. J'avais une moyenne stratosphérique. Donc voilà. Donc c'est un rêve enfin c'était pas un rêve, mais voilà, c'était une matière qui me plaisait bien et j'y suis pas du tout allé. Pendant ce temps, j'avais développé un peu une espèce de compétence sales où j'aimais beaucoup aller avec mes parents sur les brocantes. Ma mère vendait des objets, des vêtements que je pouvais avoir, etc. Et j'avais un bon relationnel avec les personnes. C'est là où j'ai commencé à développer cette compétence. Et puis bien sûr un petit côté vendeur, négociation, même si bon, clairement en brocante, Oui. au-dessus de 1 euro, personne n'achète. Donc la négo n'est pas non plus. Voilà. Mais pour Mais commencer, c'était c'est pas histoire de mal. dire. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours eu des projets dans ma vie. Et au collège, je suis de 92, j'ai 32 ans cet été, et à cette époque-là, c'était le ambiance un peu punk rock, c'était l'apogée de Blink-182, Sum 41, etc. Et très ambiance skate. Le skate, c'était vraiment la mode de ouf. Donc j'étais bien évidemment skater, Bien sûr. comme tout le monde, avec le pantalon baggy, voilà. Mais pas très fort en skate du tout par rapport à mes potes. Par contre, j'ai toujours eu envie d'avoir des projets et donc au lieu de devenir bon en skate, je me suis dit bon écoute, mes potes sont déjà suffisamment forts comme ça, tant pis pour ça. Par contre, bah moi je vais organiser un contest de skate. Ah, intéressant. Donc je vais voir la mairie de ma ville, je leur dis bah voilà, j'aimerais faire ça et tout, mais je me dis que ça serait bien de le faire en intérieur. Je m'occupe d'aller voir les sponsors, donc ils voient me débarquer un minot de 12 ans. Bah, c'est ce que j'allais dire, oui. Oh comme Jeune toi. quand même. Ils disent ok. Il est ambitieux le garçon. Pourquoi pas? Et en fait, ils ont été hyper surpris et très accueillants. Et tout de suite, ils se sont dit oula, bon, pas normal, mais allons-y, ça va développer l'image de la ville au regard de la jeunesse, Bien sûr. etc. Petit bled, en plus le maire de la ville, c'est le plus vieux maire de France, donc la ville s'appelle Cestas, Monsieur Pierre Ducoute, voilà, qui est ancien polytechnicien, qui a été député et qui est toujours en activité. Et ça fait plus de 60 ans, je crois qu'il est en activité. Ah oui, Il a quasiment vraiment fait toute sa carrière en tant que maire de la ville. D'accord. Et très proche de la jeunesse, donc Ça, c'était c'est assez cool. génial. Et donc, première édition, on organise ça, donc eux m'aident sur la partie réservation de salles, donc c'était avec la mairie, forcément, l'asso de skate qui nous prête des modules, etc. Et moi, je vais démarcher les marques de skate dans Bordeaux. Je me pointe tout seul, et les gars, on veut faire ça. Et là, incroyable, les marques me suivent, mais j'aurais jamais pensé ça, mais des grosses enseignes, des grosses enseignes du monde du riding et tout.
Je me dis bon, bah génial, ça marche. Ah oui. Et je vais essayer de contacter sur Internet, vu que ça a marché en physique. Et là aussi, incroyable, j'avais des grosses marques qui m'envoyaient des colis de Trop bien. goodies à faire gagner. C'était ça mon but, hein. Ouais. C'était pas de récupérer de l'argent, c'était récupérer des lots pour Mmh. que les personnes qui participent puissent avoir une rétribution. Génial, je suis interviewé dans le Sud-Ouest à 12 ans. Ah, Voilà, 12 ans, pas mal. super première édition et donc sur une seule journée. Et Ouais. l'année suivante, on fait ça sur 2 jours et demi, du vendredi soir au dimanche, avec une nocturne pour les BMX. Oh, c'est génial. Et t'avais combien La de folie. personnes à peu près? Parce que... C'était une centaine de skateurs, mais qui venaient de un peu partout dans l'Aquitaine. Et en fait, ce qui était génial et ce que je cherche aujourd'hui, c'est d'avoir un projet qui nous dépasse. En Oui. fait, c'est bien d'avoir un projet, mais une idée qui emmène tout le monde, Ouais, ça, c'est là où ça crée les émulations incroyables. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nos grands frères, les grands frères de mes potes, Mmh. bon, pas trop les grandes sœurs, malheureusement, Ouais. c'était pas trop. C'est plus masculin. Mais voilà. Mais il y en avait quand même. Mmh. Mais ils se sont dit, si tu veux, je fais speaker, si tu veux, je fais juge, si tu veux, je m'occupe de ça. Et en fait, ça Ouais. s'est staffé en très peu de temps, avec que des gens hyper motivés, hyper investis, super bienveillants, surtout quand t'as 12 ans. Bon. Oui, les gens sont bienveillants. Et c'était fou, et ça a eu un succès dingue. Et à partir de ce moment-là, on m'a proposé, tu veux pas nous aider à organiser le contest de cette ville-là, etc. On me proposait de nouveaux sponsors. Enfin, Oui, c'était vraiment génial. une vraie réussite. Ça a continué sur les années? Non, on a fait ça que 2 ans. Et OK. après, je suis arrivé, j'étais en 3e, je passais dans la cour des grands, Ouais, au au lycée. lycée. Ouais. Donc d'autres sujets, Ouais. les copains, les filles, les jeux vidéo, Ah oui. en Oui, dernier on les évolue. études, voilà. Forcément. Donc d'autres problématiques. Et puis j'étais passé à autre chose. Ouais. Le période skate c'était un peu essoufflé. Mais donc tout ça pour dire que j'ai toujours eu des projets dans ma vie. Ça a vraiment été la pierre angulaire Ouais. de OK, je sais que un jour j'entreprendrai. Oui, oui, tu avais ça depuis toujours en toi. Mmh. Et tes parents sont dans l'entrepreneuriat ou pas du tout? Pas du tout. Ma mère, Ah elle oui, était préparatrice en pharmacie. Maintenant, elle est une jeune jeune retraitée retraité. qui a beaucoup d'activités. Mon père, il était informaticien au début, euh, plutôt à partie technique, gestion, administration de base de données. Il est OK. passé cadre, gestionnaire, coordinateur de projet. Donc rien à voir avec l'entrepreneuriat. Rien à voir. Et tu sais si tu as eu des modèles ou si c'était vraiment juste en toi depuis toujours, quoi? Non, je pense que c'était en moi depuis toujours. Ce qui a beaucoup joué, c'est que je suis fils unique. Oui, Et quand t'es fils unique, eh bien, tu dois t'occuper solo. c'est vrai. Et donc, t'essayes de mettre des trucs en place, d'organiser, de voir tes potes, Ouais. etc. Et c'est comme ça que je suis devenu l'organisateur de mon groupe. De toutes les soirées, de tout. Les soirées, les voyages, les trucs, ça à chaque fois, je suis le guy pour ça. Plus tard, ça a été les enterrements de vie de garçon. Ah oui, bah oui, forcément. Donc voilà, dans la suite logique, quand on avance avec Ouais. l'âge. Mais voilà, donc je pense que c'est vraiment lié, c'est vraiment ça qui m'a aussi permis d'avoir cette appétence-là. Et puis tu sais, quand on est bon Mmh. dans un sujet, bah, on a Bah envie de le forcément. développer. Donc Oui, oui. Tu commences et après tu as envie de projets un peu plus gros et ouais, c'est cool. exactement. Et du coup, tu décides de faire quoi? Donc tu fais le lycée, tu as ces petits projets à côté et après tu décides de t'orienter vers quoi? Et bien pendant le lycée se passe plein de choses. Du sport, je suis plus allé vers les jeux vidéo OK. avec mes copains qui étaient aussi là-dedans. Donc d'autres sujets. Puis finalement, j'ai de nouveau une révélation de sport en première où je me mets au triathlon, 8 entraînements par semaine, Ah oui. folie. Mmh. Mais les études un peu au second, voire Second. troisième Mmh. plan. Et donc, arrivé en terminale, vraiment, je savais pas quoi faire. J'étais assez mal conseillé. Ça Mes profs, j'avais un prof principal en seconde qui m'avait dit, qu'il voulait pas me faire passer en première S. Il me disait non, mais toi, va plus sur des trucs techniques, parce que je sens que ouais, c'est un peu léger. lire, Mmh. tu sembles capé, donc voilà, tranquille. La conseillère d'orientation m'avait dit non, mais je pense que vous, les études longues, c'est pas fait pour vous. Ah là là, c'est Bon, terrible. plein Mmh. de bruit qu'il faut pas trop écouter, mais quand t'es jeune et que tu sais pas vers quoi Elle aller, t'écoute. Mmh. ça te sème des graines qui sont pas Mmh. forcément très bonnes à prendre en considération. Donc bon, vraiment jusqu'à la terminale, 0 plan, et je me retrouve à aller à la fac. Je prends le truc le plus généraliste possible, fac de Mmh. sciences à Bordeaux.
Et la veille de rentrer à la fac, je fais, pour la première et pour l'instant dernière fois de ma vie, je touche du bois, une crise d'angoisse. Je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Bah, c'est ça. T'avais aucun objectif derrière, en fait. Aucun objectif, je sais pas vers quoi aller, vers quel spé, vers quel machin. J'avais postulé pour un BTS informatique, je crois que j'ai même pas été pris. Mais j'avais même pas spécialement envie de faire ça, donc vraiment cata. Et je me retrouve à la fac, va falloir bosser. Donc je me renseigne sur ce qui est possible de faire. Je découvre qu'il y a une prépa intégrée à la fac qu'on peut rejoindre. Je me mets à bosser comme un malade, où tu es pris au bout du premier semestre, c'est sur candidature, sur dossier, etc. Je bosse comme un malade. Les maths que j'avais jusque-là toujours détestées, je tombe sur une prof qui est géniale. C'est toujours comme ça. J'aime les maths. C'est toujours comme ça. C'est vraiment tous les profs qui nous écoutent. C'est tellement un important. métier difficile, mais alors qui peut vraiment changer des... changer une destinée, ça c'est sûr. Exactement. Donc voilà, c'est dingue, mais... Et donc, je rejoins cette prépa intégrée. Je fais 6 mois. Et là, j'ai été suivi par un prof à la fac, qui était mon prof référent. Je lui dis, je sais pas, est-ce que je tenterais pas d'aller en prépa classique? Parce qu'en fait, ça m'ouvrait les portes d'écoles d'ingénieurs, de concours que tu passes normalement au bout d'une licence 3, mais au bout de la licence 2, donc en 2 ans, tu gagnes une année. Mais tu as un nombre de places limité, t'as pas accès à toutes les écoles, etc. Et je suis pris en physique technologie, donc qui est une filière qui est plus axée industrie. Et donc, sans savoir quoi faire. C'est ce que j'étais en train de me dire, mais l'objectif, tu savais vraiment ce que tu voulais faire? Pas du tout. Mais non, Parce que c'est dur de se projeter ou de vraiment de se motiver quand tu sais pas ce que tu veux faire. Exactement. Le problème, c'est que dans mon entourage, pas spécialement de réseau, de personnes qui peuvent me dire, OK, tu peux faire ça, etc. Mon père qui est dans l'informatique, mon oncle qui est dans l'informatique, c'était vraiment les 2 personnes auxquelles je suis le plus proche. Bon. Ça te donne pas un spectre très large, pas d'ingénieur dans ma famille, pas donc je savais que je voulais faire ingénieur, pourquoi j'en sais rien, c'était juste c'était très large, j'avais abandonné le côté géologue, donc voilà, je me suis dit plus je m'ouvre en fait aujourd'hui quand on est ingénieur, on peut se retrouver littéralement à faire boulanger ou trader pour une banque ou autre. Donc vraiment, c'est tu as choisi le plus large possible pour ne pas te fermer de porte, quoi. Je fais mes 2 années de prépa. Tant bien que mal. Et j'ai la possibilité, in fine, soit d'intégrer les arts et métiers, qui est une école d'ingénieur généraliste qui était très bien classée à l'époque, soit en filière civile, soit en filière militaire. Ok, c'est là que tout commence. C'est là où j'étais l'un des rares à avoir apprécié ma journée d'appel du citoyen. Donc je m'étais dit, écoute, pourquoi pas. Et le deal, c'était que je faisais 1 année de formation d'officier, 3 années d'école d'ingé, et puis derrière, je travaille pour le service en charge du patrimoine immobilier du ministère des Armées. D'accord. Première problématique, j'ai ma spé tout de suite, je sais que je vais faire du BTP. En revanche, je suis rémunéré pendant toutes mes études. Ouais, c'est pas mal ça. Mes études sont payées, 1 année de formation d'officier où je vais faire des trucs de dingue, et voilà, quelques avantages, et puis après... Mais t'as un engagement après, par contre. T'as un engagement de 10 ans, 4 années d'études, 6 ans de service actif. Ce qui est quand même un gros engagement. Sachant que ça, c'est ce qui avait marqué sur la plaquette de recrutement. In fine, au bout de 10 ans, tu as le droit de demander à partir, mais ils sont pas tenus de te laisser partir. Ok, donc c'est encore pire en fait. Ouais, clairement. Donc je me dis, pourquoi pas, de toute façon, il va falloir choisir une spé. J'étais plus attiré par la partie militaire qu'autre chose. Et puis études rémunérées. Pendant la formation militaire, j'étais pas au SMIC, mais pas loin. Mais à côté de ça, j'étais logé, nourri, blanchi. Donc, c'est comme si j'avais un SMIC. Oui, oui. Et à partir de l'école d'ingé, première année, on avait un SMIC, quoi. Donc, ce qui est pas mal. Donc, ce qui est énorme. Littéralement payé pour étudier. Alors, quelques contraintes, des petits exercices militaires, des représentations. On a défilé sur les Champs-Élysées pour le 14 juillet. Donc, ça, c'était dingue. Bah oui, c'est dingue, ça. Ça fait partie des contraintes où t'as plein de temps d'entraînement pas drôle, mais voilà, ça fait partie du truc. Et t'intègres facilement tout ça? Parce que bon, c'est un milieu qui est quand même assez particulier. Moi, je connais pas du tout. Ouais, faut pas être réfractaire à l'ordre et au dépassement de soi. Il y a 2-3 conditions. Oui, à la base, t'as quand même un test qui est assez exigeant, j'imagine. Ah non, en fait, c'est là où il y a eu des énormes erreurs de recrutement et c'est un énorme sujet aujourd'hui dans le service que j'ai quitté. Spoiler, mais en fait non, parce qu'il y a des personnes qui sont venues pour le côté armé, sauf que en fait c'est un service de soutien, on n'est pas dans une armée conventionnelle, donc on n'a pas ce côté
famille, t'es dans ton régiment, tu pars en mission avec ton régiment constitué, ou de toute façon t'as une spécialité, et en fait quand t'es troupe de marine, des régiments troupes de marine, il y en a pas 1000, donc tu connais tout le monde, Oui, tu connais. tes mutations, quand t'es officier, tu bouges tous les 3-4 ans. Nous c'est très différent, on soutient l'ensemble des bases de défense de France, et en métropole, et en opération extérieure, et dom-tom, sauf qu'il y a des sites partout, et des villes où t'aurais même pas envie d'y passer un week-end, alors 3 ans. Voilà. Comment dire? Donc, t'avais ceux qui étaient, qui venaient pour le côté armé que t'avais pas. Donc, en fait, bon, tu déchantes rapidement. Mais il y avait quand même des bonnes contreparties. Donc voilà. Donc, je me retrouve à faire cette école d'ingé à Angers, en filière militaire, avec ma première formation d'officier, année de formation d'officier complètement dingue, où après un passage interarmée, où en fait à chaque fois t'es noté dans l'armée, t'es tout le temps noté pour chaque truc que tu fais. C'est pas étonnant, t'es noté. La discipline. Et puis à chaque fin de petit cycle, donc au début c'était une année de classe interarmée, t'as un classement, et puis ça te permet d'aller plus ou moins dans tel truc. Donc j'avais voulu aller dans l'armée de l'air. Armée de l'air, école d'officier à Saint-Ouen-de-Provence, vraiment un léger vernis de 2 mois. Pareil, toujours des classements sur des critères plus ou moins pertinents, et puis à partir de là, on me dit vous allez faire un stage dans une unité opérationnelle ou pas. Et puis, vu que j'étais très sportif, je me suis dit, je vais aller faire le truc le plus péchu possible. Il y avait des commandos parachutistes de l'air qui traînaient. Il y en avait un qui était à Bordeaux. Je suis bordelais. Je me dis, allez, ça, une pierre deux coups. Et je me retrouve chez les commandos parachutistes de l'air, numéro 30, à Mérignac, à tirer avec tout ce qui existe comme arme. Bon. Voler en Alpha Jet, passer mon brevet de parachutisme militaire, faire des trucs de dingue. Excellent. Et là, t'avais jamais fait, c'était les tout débuts. Ah ouais. Tout début, premier pas, vraiment première année dans l'armée, pas d'expérience préalable, etc. Donc là, vraiment, tu débranches bien ton cerveau pendant 1 an. Et au terme de cette belle année, avec plein de stages commando, machin, etc., tu retournes sur le banc de l'école, et là, c'est très compliqué. Ah, ça doit être horrible. Tu te retrouves, donc on est mélangé, notre promo militaire, c'était la plus grosse qu'on ait pu avoir jusque-là. On était 16, donc c'est vraiment mini. Mais en fait, on est mélangé avec les civils. Sauf que les civils, ils ont pas fait une année de débranchement de cerveau. Au pire, ils ont fait un week-end, des vacances pendant 2 mois où vraiment ils ont fait que la teuf, et à la limite, bon, ils sont un peu ramollis, mais ça va. Eux, les intégrales impropres à paramètres, c'était il y a 2 mois. Moi, c'était il y a 1 an et 2 mois, donc autant se dire que même tenir un stylo, c'est compliqué, mais littéralement. Et quand t'as une vie à 200 à l'heure, d'un coup, on te dit, vas-y, tu vas étudier, t'es assis toute la journée. Mais le contraste, il est énorme. Le contraste est énorme. Donc, tu te retrouves à te dire, c'est parti, il va falloir que je remette le nez dans le bouquin, très dur. Et puis vraiment assis dans un amphi, donc vraiment tous les côtés de la fac que tu détestais, tu les retrouves. Heureusement, t'as les travaux pratiques sympas et tout. Et en plus, en étant militaire, on a vraiment devoir de réussite, de participation aux cours, etc. Si on commence à voir que t'es pas aux amphis, tu te fais convoquer, et puis tu te fais déchirer en deux, ce qui est normal. Oui, parce que t'es payé derrière, pour étudier, donc bien sûr. voilà, t'as un devoir d'excellence académique, ce qui est très bien. Tu arrives là-dedans, et donc 3 années aux Arts et Métiers à Angers, donc école très axée sur les traditions, donc qui se recoupe beaucoup avec l'armée. En fait, c'est vraiment, ça vient de l'héritage de l'armée. C'est une des plus vieilles écoles d'ingénieurs en France. Le centre d'Angers a été créé en 1815. La première, c'est 1789, donc ça remonte quand même. On est le 3e campus. C'est vraiment une très vieille école avec beaucoup de traditions, qui à l'époque formait les contremaîtres de l'industrie française. École qui a été un peu les promos ont été un peu décimés par les guerres, parce que du coup on les envoyait. C'était régi par des militaires. On marchait au pas, cadencé pour aller d'un cours à l'autre. Il y avait plus que 3 ans à l'époque de cours, et chaque année, élèves de différentes années n'avaient pas le droit de communiquer entre eux. C'était dans des cours séparés, etc. C'est super exigeant. Ouais. Bien sûr que des mecs. Oui. Et même dans les dortoirs, c'était assez spécial. Mais voilà, ça a laissé beaucoup de traditions, des chants, des rites, etc. Et beaucoup de notions de partage et d'entraide. Et nos 3 valeurs, c'est fraternité, tradition et souvenir. Donc, expérience incroyable. Léger décalage, parce que du coup, en étant militaire et très attaché à ces traditions-là, tu te retrouves à cohabiter avec des personnes qui ont le côté festif de ces valeurs-là, et qui... pour te dire, ça va jusqu'à l'uniforme. Aux Arts et Métiers, on a une tenue, ce qu'on appelle un ZAG.
qui est littéralement une ancienne tenue militaire, hein. Et si tu veux, dans l'armée, c'est sacré la tenue. Sauf que quand tu fais un gala, que t'es tous en tenue, sauf que à 2h du mat, les 3/4 de la promo est arrachée, bah là, les vestes sont ouvertes, les chemises sont à moitié arrachées, la cravate autour de la tête. Les bonnes années de vraie étudiante, même si contrairement à beaucoup d'autres filières d'études, etc., il y a zéro bizutage, il y a jamais personne il y a pas de jeu de farine, de poulpe, d'œuf, de tout ce que tu peux avoir, il y a zéro humiliation. On a une période de transmission de valeurs, il y a pas d'alcool, typiquement, dans cette période-là. Et c'est important de le souligner, tu vois. Donc c'est vraiment, oui, t'as beaucoup de contraintes, t'as un rapport de force, clairement, entre les deuxièmes et les premières années. C'est les deuxièmes années qui usinent la première année. Après, c'est souvent comme ça. Ouais. Voilà, t'as effectivement une sorte de soumission à l'autorité. Ah oui. Quand t'es militaire, t'as l'habitude, tu te dis, bah ouais, c'est logique. Et t'avais pas de problème avec ça? Non. Non? Tu t'es tout de suite bien adapté? Ouais. Faut avoir l'intelligence de s'inscrire dans le mouvement global, de te dire, ok, c'est pour servir cet intérêt-là. Tu te doutes que la personne qui est au milieu, qui essaie de transmettre les ordres, c'est pas la meilleure personne. Oui. Mais tu comprends in fine là où on veut te faire aller. Si tu joues le jeu comme ça peut très bien se passer. Sinon, c'est compliqué. Hein. Ça peut être compliqué. Donc parce que clairement, et puis il y a des adages dans l'armée qui sont véritables. Hein. Réfléchir, c'est commencer à désobéir. Ça, n'importe quel militaire le connaît. C'est vrai en un sens, mais c'est parce qu'en fait, l'armée c'est très bien fait. C'est très bien fait. C'est très hiérarchique et chaque personne a ses responsabilités. Et en fait, en fonction de là où tu es placé, t'es responsable de tes sujets. Si tu commences à t'enquérir de ce que ton N+1 est censé faire, tu t'en sors pas. Non, c'est juste, t'as tes missions, tu les exécutes. Et si sur le champ de bataille, quand t'es au Mali ou je ne sais où, tu commences à essayer de réfléchir, c'est mort. C'est foutu. Ouais, tu restes à ta place à chaque fois, quoi. Voilà. Donc, t'as ce paradigme à accepter. Et donc, ce faisant, ça m'a pas offusqué quand je suis arrivé sur ce côté civil. Mais le problème, c'est que j'étais très attaché et j'étais manqué de recul un peu là-dessus. Et donc, il y a certains certains sujets qui étaient un peu trop pris à légère par rapport à mes camarades. Donc moi, j'ai accordé énormément d'importance, probablement beaucoup trop. Comme notamment les traditions, les valeurs, le respect de l'uniforme. Oui, tout ce qui venait un peu de l'armée. Exactement. Tous ces symboles-là, moi, ça me dépassait. J'ai toujours été dans l'organisation d'événements, de machins, et tous ceux qui manquaient de respect En fait, c'est très... Quand t'es dans un environnement comme ça, chaque position, entre guillemets, a son importance. Et à partir du moment où il manque un rouage, tout s'effondre. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, moi, j'étais à fond là-dedans. Donc, quand tu devais organiser un événement, t'avais une espèce de passation où quand en première année, t'as fait tes preuves, machin, tu deviens gazard, tu dois organiser ton premier événement qui s'appelle les 508, qui marque la moitié du parcours d'ingé des deuxièmes années, qui arrive au 508e jour. T'organises une teuf sur 2 jours, sur tout le week-end, du vendredi soir au dimanche soir. Et les deuxièmes années sont censées te mettre à l'épreuve. Faire que des trucs chiants, débarquer à 4h du mat, essayer de retourner le bar, etc. Donc tu dois assurer des rotations en permanence, 24/24, de mettre un planning, machin, etc. Truc de malade. T'es une équipe de 5 pour coordonner la promo de 180 personnes. Beau travail, ouais. Oui, t'as intérêt d'être organisé pour le coup. Et exactement. On respecte, quoi. Et sauf que il y en a, c'est pas leur truc. Et donc ils sont inscrits, ils ont des rôles, mais en fait ils sont allés se mettre une caisse et puis ils sont pas là. Et en fait moi j'avais pas du tout ce recul-là. J'avais vraiment une différence j'étais pas dans le même timing. Eux ils étaient encore étudiants. Oui. Moi je venais de manger une année de formation militaire de dingue où j'avais fait des stages commando dans la neige à Dijon par moins 12 degrés à trembler toute la nuit. J'étais pas du tout dans le même mindset. Non. Mais là, ça devait être dur. Par contre, le contraste, justement, entre ces jeunes qui sont là pour faire la fête et toi qui es là avec tes règles et te dire, mais il faut qu'on fasse ça, faut qu'on évolue. J'ai vécu un peu la même chose en ayant fait une année de césure et en travaillant. Après, quand tu reviens, tu te dis, mais je suis plus du tout alignée. Et c'est dur dans ces moments-là. Donc là, dur. Là, mais bon, ça allait. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que ma spécialité, qui est le BTP, je l'ai prise par défaut, comme je l'évoquais, pour aller en filière militaire, et je me rends bien compte que c'est vraiment pas ça qui va m'animer. Ouais. Et par contre, j'ai l'entrepreneuriat qui monte de plus en plus. Sauf que, en étant militaire, tu peux pas en étant d'active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu n'as légalement pas le droit de même avoir une auto-entreprise et de faire des trucs le week-end ou le soir, que sais-je. Non, tu n'as pas le droit. C'est du 24-24. Ouais. Alors, dans les faits, tu ne travailles pas 24 heures sur 24. C'est juste que tu es corvéable à merci et donc
t'as même une petite ligne qui est toujours sympa à lire, qui est globalement, tu es prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême pour la nation. Bon, dans les faits, quand tout le monde signe ça, on se regarde un peu une goutte et tu te dis bon, pourvu que ça arrive jamais, mais il faut le savoir. Voilà, c'est le devoir. Oui, tu t'engages. Tu t'engages pour ça. Tu sais que ça peut arriver. Bon, dans les faits, voilà, nous on était vraiment appelés à être ingénieurs et pas aller combattre sur le front, même si t'es formé quand même à minima. Voilà, et on a nos responsabilités. Quand on va sur le théâtre et que, par exemple, le camp est attaqué, bah là, t'as ta casquette d'officier, que tu sois du BTP ou de ce que tu veux. Oui. T'es armé comme tout le monde, et en tant qu'officier, bah, t'as à charge du personnel et voilà, donc t'as des épreuves tous les ans de qualification, de voir si t'es une tanche au tir ou pas, des épreuves sportives pour voir si t'es toujours apte à être projeté en opération extérieure, donc c'est quand même sérieux, bien évidemment. Et je me rends bien compte que le BTP, par contre, ça c'est compliqué. Et en plus, en spécialité, on a un prof qui est horrible. On en revient toujours, Bah oui, mais c'est toujours la même chose. pas motivant, mais bon. Donc, quand même obligé de bosser. Et surtout, l'enjeu du truc, c'est que, comme je te disais, t'es noté tout le temps. Ouais. Donc, première année de formation d'officier, oui. Après, t'as les notes académiques, t'as 2-3 notes militaires, ce qu'on appelle les notes de gueule, qui sont discriminatoires. C'est au bon jugé de ton chef sympa. de ton, comment on appelle ça, de ton, la personne qui est responsable de ton directeur des études, voilà, j'ai trouvé le mot, qui te met une note totalement arbitraire, comme ça. Comme ça, il choisit. Littéralement. Mais c'est un peu injuste, hein. S'il n'y a pas de grille, complètement. C'est juste à la tête. C'est la note de gueule, ça existe dans l'armée, donc bon voilà. Ok, on a l'habitude, c'est sympa, au moins tu le sais, tu fais avec, quoi. De toute façon, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc tout ça cumulé, ça te fait une note globale sur 4 années, et à l'issue, on était 16, on avait une liste de 16 postes, on fait ce qu'on appelle un amphi, le premier choisit le poste qu'il veut, bah oui. Et le dernier merci. Merci bien. Donc il fallait quand même bosser pour pas avoir un truc trop pourri. Et donc, je me retrouve à prendre mon premier poste à Toulon. Et vu que j'étais plutôt bien classé, j'avais terminé 5e de la promo, pas mal. assez content. Clairement, les 2 premières années, j'avais pas fait grand-chose. C'est la 3e où je me suis dit, ok, là, finalement, je suis plutôt bien classé, donc va quand même falloir y aller. Ah, surtout que ça conditionne quand même ton avenir. Ouais. C'est combien d'années après d'engagement vraiment sur ce poste ? C'est 6 ans. Et donc, généralement, tu fais ce qu'on appelle deux affectations de poste en termes de fonction au même endroit. Sur ta première affectation. Oui, donc c'est important de bien bosser. Exactement. Plusieurs années où tu dois rester au même endroit. Oui, et surtout, comme je te l'évoquais, tu pouvais avoir des affectations où, clairement, tu découvrais le nom de cette ville, littéralement. J'ai découvert la France, avec des beaux bleds. Souvent situés dans le centre ou un peu dans l'est. Là où personne va aller, quoi. Là où personne va aller, exactement, sauf ceux qui sont natifs de la région. Et donc, bon, j'ai quand même la chance, je prends un poste et je veux faire de la technique parce que je me dis, je suis ingénieur, je veux un poste de technicien. Il y avait un peu des deux. Il y avait gestion de projet, ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage, conducteur d'opération, qui est pas tout à fait pareil pour nos amis du BTP. Là, c'est vraiment le volet administratif. Et puis, maître d'œuvre, donc là, vraiment partie conception, rédaction, qui est des clauses techniques particulières, suivi sur le chantier, vraiment technique, ingé, qui me va bien. Je prends ce poste-là. Et puis j'arrive sur place et on me dit, écoute, finalement, tu vas aller faire de l'administratif parce qu'on a un besoin. Donc voilà, c'est là où ça te remet, tu te dis, bon, déjà, j'aime pas le sujet, j'ai bossé 4 ans pour essayer d'aller où je voulais, et puis non. Et puis en fait, non. Puis là, t'as pas le choix. Non, mais évidemment que non, et puis donc voilà, t'y vas, tu sais que t'es parti pour plusieurs années, donc petite désillusion. Oui. Grosse désillusion, quand même. Ouais. Grosse désillusion. T'essayes de minimiser le truc, de te dire, bon, je suis pas trop mal payé, quand même, j'ai quelques avantages, il fait beau, on est à Toulon. Oui. Mais en vrai, c'est horrible. Très honnêtement, si j'avais pu quitter, je pense que tu serais parti. Je sais pas si je serais parti tout de suite, mais j'aurais fortement considéré le sujet, sachant que tous mes camarades de promo avaient tous trouvé des très bons postes. Alors, le truc, c'est que généralement, tu prends ton premier poste suite à ton stage de fin d'études de 6 mois, donc ça aurait peut-être été un peu plus compliqué, mais sachant que les arts et métiers a le plus gros réseau d'ingénieurs en Europe, ça serait bien passé. J'étais pas du tout inquiet sur ce sujet-là, mais bon, de toute façon, j'avais l'engagement. Et très honnêtement, faire un métier où c'est une purge, t'as pas envie d'être là. Et c'est juste horrible. Après des années de prépa, une année de fac, 2 années de prépa, une année de parachutisme dans tous les sens, et puis 3 années d'école d'ingé, clairement. Oui, t'as envie d'autre chose. T'aspires pas à ça. Et du coup, du coup, pas le choix, hein. Tu fais tes années, t'essayes mindset entrepreneur, t'essayes de trouver les trucs bien, tu mets plein de trucs en place. C'est une administration
tout va à 1 à l'heure. En fait, c'est le pire. Tu pousses, tu te dis en Oh plus, là là. sachant qu'il faut savoir qu'il n'y a pas Internet sur les postes de travail. Il y a la passerelle pour accéder à nos mails, mais Comment ça se fait que je crois que jusqu'en 2013, pas dire de bêtises, mais on pouvait pas envoyer de mail aux adresses extérieures. Fallait aller sur l'unique ordinateur qui était au centre du couloir où tout le monde voulait aller. Qui avait un pare-feu de malade pour aller sur ta vieille adresse Gmail et envoyer un mail à une entreprise externe. Donc la folie. Donc bon, on était déjà chanceux d'avoir accès à ça. Ouh. Mais pas accès au reste. Et après, vraiment, l'âge de pierre des outils, quoi. C'était vraiment Word, Excel, PowerPoint, terminé, pas d'autres outils, rien. Donc en termes d'innovation, voilà. Et puis alors surtout la culture du papier. Hein. T'as du papier partout, tout est imprimé en vraiment à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, c'est dingue. Et des gens qui impriment des mails. Ça, j'ai halluciné. Des gens qui impriment des mails, ils ont des énormes classeurs. C'est pour le suivi de chantier, truc. Punaise. Oui, ça se fait plus du tout, quoi. Ils sont vraiment restés dans ce qu'ils savaient faire et ce qui fonctionnait et on change surtout pas. Exactement. Donc toi, tu débarques, t'as un mindset entrepreneur, tu t'es ingénieur, t'arrives sur un poste que tu voulais pas, tu dis waouh, comment je vais faire? Ça va être sport. Donc je fais mes 3 années comme ça. À 3 ans en plus. Ouais. Ça doit être long. Sur ce poste, ouais. Et t'es logé base militaire ou non? Là, tu fais quand même. Tu pouvais, mais non. Généralement, on prend. T'as quand même une vie à l'extérieur. Bon. À l'extérieur, donc ça aide un peu à sortir de. Ouais, complètement. Non, il faut. Oui. Donc ça, sur ce plan-là, il y a pas trop de problème. Puis le Sud, c'est un endroit agréable à vivre, même si très peu vivant en termes de culture, etc. Enfin, tout se passe dehors, quoi. Donc, si t'aimes pas la nature, dommage. Mais même quand t'aimes la nature, bon, au bout d'un moment, pas évident. Donc j'intègre en 2017 mon poste jusqu'en 2020, Covid. Je change à l'été 2020 de poste et je passe sur je voulais bouger de ce poste, j'en pouvais plus. J'avais fait 1000 demandes pour partir en opération extérieure, etc. On me dit non, là en plus, le problème, c'est pas pour me lancer des fleurs, c'est que quand t'es bon, on te met sur des projets importants. Et quand t'es sur des projets importants, on veut pas que t'ailles faire d'autres trucs cool. Bah non, forcément, faut que tu restes parce que, bien sûr. Donc, j'arrive sur le cas génial de, on peut pas t'envoyer en opération extérieure sur une mission, ce qu'on appelle primo partant. C'est un truc de découverte sur un endroit safe, machin. Parce qu'en fait, t'es déjà au grade de capitaine et que, t'es trop gradé. Mais on peut pas t'envoyer au Mali ou je ne sais où parce qu'en fait t'as pas déjà fait de premier départ, donc t'as pas d'acculturation. Donc là tu fais quoi? T'es complètement coincé. Voilà. Donc bon, c'est intéressant comme situation. Donc le réseau, on s'en parlait avant l'interview, c'est le truc numéro 1. J'ai du bon relationnel, donc j'avais tissé pas mal de liens. J'étais représentant du club des lieutenants, ceci, cela. Une opportunité vient à mes oreilles de un civil qui change de poste, mais je sais que ce poste peut être converti pour un militaire, pour faire du management, sympa. Truc un peu sympa. Mais par contre, tu manages une équipe dont la moyenne d'âge est 55 ans. Oui, mais beau challenge. Mais voilà. Ça change. Particulier, mais voilà. Donc je me retrouve à faire ça. Je fais 2 ans et vraiment pendant ces 2 années, j'en ai trop marre et je me dis bon, je vais aller dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je peux faire, comment je peux réfléchir à l'après. J'ai rencontré pas mal de personnes sur place, des ingés, mon réseau, je passe des coups de fil. Je me dis bon, c'est quoi ce qu'on appelle l'unfair advantage. T'essaies de capitaliser sur quelque chose que n'ont pas les autres pour développer une activité. Je me dis bon moi c'est le relationnel et le réseau. J'ai un réseau de malades. Je me dis bon allez, je sais pas, on va interviewer des ingénieurs. À l'époque, j'animais une espèce de petite chronique dans ma promo où je faisais des interviews d'expats tous les mois. J'avais ça vient de loin, quand même. Le billet, de la promo, machin. Toujours des side projects. Voilà. Je me dis bon, j'arrête ça. Je faisais la transcription à la main. Les calls de 45 minutes, je les réécoutais et je réécrivais tout à la main. Oh là là. Aujourd'hui, maintenant, on ferait plus ça. On ferait plus ça, mais tellement d'outils. Ouais, voilà. Mais à l'époque 2017, il n'y avait pas ça. C'est la débrouille, quoi. De la débrouille. Donc je me dis bon, je vais interviewer des ingénieurs. Ça s'appelait Un Bon Ingé, petit podcast. Ah, c'était un podcast déjà. Ouais. Et puis ça marche un peu, mais voilà, bon, pas trop d'ambition dessus. Et je fais quelques épisodes. Et puis là, je suis finalement envoyé en mission à Abu Dhabi. Il se trouve qu'il y a un ingénieur art et métier qui est en poste là-bas. Je me dis cool, j'emmène mon matos, je pourrais l'interviewer, machin, trop cool. Et effectivement, je fais l'interview. En fait, ça sera la dernière de ce format-là, parce qu'après, t'es en mission sur place, t'as d'autres choses. Et puis en plus, à ce moment-là, Abu Dhabi, juin 2000.
21, plein Covid, Voilà. 48 degrés de moyenne, 80% d'humidité, tout le temps devoir porter le masque. T'as d'autres sujets que d'avoir un podcast. En plus de ta mission En de plus base. de ta mission, oui. Donc je l'arrête et puis je me dis bon écoute ton truc quand même c'est l'entrepreneuriat, tu switches et tu montes un podcast dans l'entrepreneuriat. Donc, je réfléchis l'angle et je me dis bon qu'est-ce que je peux faire machin. Puis j'ai le truc de c'était marrant parce que j'avais entendu que justement pour les noms de podcasts, les formules un peu trouvées comme from scratch, ça peut faire un peu grincer des dents. Je me dis mais non mais moi je trouve ça trop cool en fait de demander aux personnes ce qu'ils feraient s'ils devaient recommencer from scratch. J'en parle à 2-3 personnes, mes potes me disent mes potes de l'écosystème, parce que les autres. Oui, les autres. Quand t'es pas c'est dedans. pas leur sujet. Non, bien sûr. Et il me dit, vas-y. Donc, je me lance dessus. Mais là, t'es toujours en poste. Je suis toujours en poste. Et t'as quand même le droit de. Oui, parce que j'ai pas d'activité. C'était vraiment un side project. Il y a aucune dimension financière derrière, etc. Il y a pas de statut, il y a rien. Ouais. Il y a juste, j'ai juste payé du matériel de mes poches. Oui, tu fais ça à côté. Exactement. Sur ton temps perso, quoi. Et ça, c'était la première étape. Et puis, tu rencontres des entrepreneurs, tu te rends compte qu'en fait, c'est les mêmes personnes que toi. C'est juste qu'ils sont passés à l'action. Exactement. Et tu fais comment à la base pour les rencontrer? C'est déjà dans ton réseau ou tu fais une démarche autre? Ouais, au début, mon réseau, c'est des ingés. Voilà. Donc, peu d'entrepreneurs, mais il se trouve que quand même, même si les arts et métiers sont vraiment pas l'incubateur entrepreneur, contrairement à des polytechniques, t'en as quand même 2-3, et il se trouve que j'avais des connaissances d'années supérieures qui étaient entrepreneurs, et notamment donc, aux arts d'amitié, je parlais de tradition. On a une tradition, ça s'appelle les famille Gazzaric, et donc parmi eux, il y avait des entrepreneurs. Surtout un, en l'occurrence, qui avait monté une chocolaterie. Donc voilà, et j'ai pu l'interviewer, et puis après, tu demandes une recommandation, et puis de fil en aiguille, puis t'envoies un mail, et puis t'as un pote de pote, et puis une fois que t'as tes 10 premiers invités, tu step by step, t'as le bon côté relationnel, machin, et puis t'oses demander. C'est surtout ça, ce que j'allais dire, c'est tu oses provoquer les opportunités et ça vient après. Ouais, exactement. Mais alors là, à ce moment-là, tu travailles à côté, mais tu te dis quand même, je vais essayer de vivre de ce podcast, ou c'était vraiment juste... Non, c'était vraiment pour prendre mon mal en patience. C'était on était quand même 2021 à bien 2 ans de ma fin de lien au service. Je me dis si je commence déjà à me mettre en tête que je vais partir demain, ça va être un éternel enfer. Et en fait, ça l'a quand même été, parce que quand tu mets le pied dans l'engrenage, le doigt dans l'engrenage, tu te dis, tu te fais prendre, quoi. Je voulais aller à Paris parce que tous les entrepreneurs sont à Paris. Je fais une pierre deux coups, etc. Personne ne veut aller à Paris. En tout cas, dans mon service. D'accord. Tant mieux. Je fais des entretiens en off. Quand je suis en mission, mon chef me dit, encore une fois, le réseau, je connais machin et tout, t'inquiète, je l'appelle. Comme ça, j'arrive. Tout le monde est OK pour me recevoir. Et puis, au moment d'avoir un peu les affectations, on me dit, en fait, non, pas trop. Comment ça? Non, pas trop. Comment ça? Non, on réfléchit à autre chose pour toi. Je comprends pas pourquoi Paris, tout le monde était d'accord. Oui, maintenant, pourquoi ça marche pas? Donc, c'était quoi qui bloquait? Non, mais en fait, le truc, c'est que dans notre service, la France est découpée en 7 établissements. Chaque établissement a son directeur, et c'est vraiment le mercato. Toutes les brebis galeuses, tout le monde essaie de les évacuer, et tous les mecs qui tiennent un peu la route, tout le monde essaie de les garder. Bien sûr. C'est le jeu. Et c'est vraiment littéralement le mercato. Et ils ont vraiment un pouvoir discrétionnel de lui, je le verrouille, et dommage. Voilà. T'as un peu des rapports de force avec la RH centrale qui fait ce qu'elle peut. Et donc clairement, moi, j'avais été verrouillé, et c'était très pénible. Et j'avais été reçu en entretien, on m'avait dit non, mais c'est comme ça, faut manger son pain noir, moi aussi, je peux pas toujours fait ce que j'ai voulu, machin, des discours. Et c'est juste horrible, parce qu'en plus, t'as pas le choix. Ouais. S'ils décident de vraiment te laisser à ce poste-là, tu restes, quoi. Ouais. Oh là là, donc bien fait quand même. Je pousse machin, encore une fois j'ai un bon réseau, donc je tire 2-3 ficelles. Et puis c'est quand même rediscuté. Et sachant qu'à l'époque en fait le directeur que j'ai eu pendant pas mal de temps à Toulon, qui était un général 2 étoiles, j'avais été président du club des lieutenants, etc. Donc j'avais des liens privilégiés avec lui. Était maintenant le grand chef en direction centrale, était passé général 4 étoiles. Bon, j'avais bon espoir qu'il entende mon message. Ta demande, oui. Et puis, le 23 décembre, 9h30. Ça t'a marqué. Ouais. Je devais prendre le train à 11h30, un truc comme ça, pour rentrer pour bien évidemment les fêtes de Noël. Et petit cadeau de Noël, ma chef m'appelle alors qu'on était à 30 mètres l'un de l'autre, mais bon, tu sais, l'armée.
Procédure. Venir dans mon bureau. Oui. Oui, Oui. commandant. Tat. Je me pointe dans son bureau. Ferme la porte, s'il te plaît. Voilà, tu te dis, ok. Bon, assieds-toi. Ok, Ok. bis. Ok, bis. Bon, bah, tu vas rester 1 an de plus. Et là, je lui ai dit, ok. J'en parle à mes parents. Déprime totale. J'en avais déjà parlé que Oui, t'en avais marre. j'en avais marre. Je dis, bon, Mm. bah, là, je pense que je vais faire ma lettre de DEM, quoi. Et tu pouvais à ce moment-là? Alors, je fais ma lettre de DEM Pour la fin de voilà. ton... Donc, on est décembre 2022 pour 1er août 2023. Oui, quelques mois après, quoi. Ouais. Donc, je me dis, ben ouais, tant pis. Vraiment, je suis très attaché à l'institution encore aujourd'hui. J'adore l'armée, j'adore les valeurs. C'est un monde. Alors, on pense ce qu'on veut Oui, de bien sûr. voilà d'avoir une armée, etc. Mais en termes de voilà de valeurs, ce que ça peut représenter, Oui, ça t'a beaucoup apporté. ça m'a beaucoup apporté. J'étais très attaché et donc ça me faisait très mal de quitter l'institution, mais pas du tout mon taf, parce que je savais très bien que soit je partais maintenant. Soit tu re-signais encore pour... Alors, il n'y avait pas de notion de signature, parce qu'en Ah. tant qu'officier de carrière, on peut pas te sortir. Mais j'y viens, tu peux pas partir quand tu veux, en fait. Ouais. Oui, donc c'est prison dorée, quoi. Un peu prison dorée. Mais il faut faire quelque chose, parce qu'en fait, j'ai vraiment eu la sensation, et c'est plus que la sensation, de m'être totalement ramolli et d'être intellectuellement plus challengé, Bah oui. véritablement. En tout cas, de plus être compétitif au regard de l'écosystème civil. Oui. Parce que pas du tout les mêmes outils, les mêmes enjeux. On est là, enfin le ministère des Armées et son service constructeur est là pour dépenser de l'argent. Il n'y a pas de notion de création de valeur. T'es pas du tout sur les mêmes C'est pas la paradigmes. même... Ouais. T'as pas du tout les mêmes pressions. C'est très syndiqué en plus, donc c'est pour la partie civile. Parce que je dis que donc j'étais militaire, mais notre service était composé à quasiment 80% de personnel civil de la défense. D'accord. Donc, avec en plus des dimensions assez intéressantes de management où tu donnes pas d'ordre, tu manages. Donc vraiment, pas le même délire. Et t'es pas du tout. Mais toi, généralement, tes chefs sont des militaires. En gros, toute la strate en charge du commandement, c'est que des militaires. Et puis sur une partie un peu plus en dessous, exécutrice, même si t'as 2-3 fonctions comme ça qui sont pour des civils comme ça, quand même de bon niveau. Bon, t'as quand même beaucoup de commandement qui est militaire. T'as des ordres très directs, très voilà. Et plutôt derrière, t'es très c'est plus que la distinction entre entre le marteau et l'enclume, ça c'est vrai, mais c'est un très très bon marteau, quoi. Et l'enclume, elle est bien acérée, donc en fait à chaque coup c'est intéressant. Je me dis tant pis. Donc, je rédige mon compte rendu, j'en parle à ma chef qui est choquée. Oui, tu m'étonnes. Elle se dit mais comment ça? Genre, vraiment, j'étais pressenti pour aller très loin dans ma carrière. Oui, mais tu avais fait plusieurs demandes. C'était quand même évident que tu voulais Non, autre mais pour eux, chose. pas du tout. Alors oui, mais évoluer, voilà. Mais alors pour eux, quand je leur ai dit, mais en fait, ça fait littéralement 5 ans que je n'en peux plus. Et donc, là, t'entames les démarches. Donc, on commence à me dire, bah non, tu sais, ça sera pas possible. Commence à avoir des appels en off, machin, avec des anciens DRH et compagnie. Tu sais, en fait, dans le code de la défense, il est inscrit qu'on a le droit de laisser partir un nombre proportionnel au nombre de personnes recrutées à l'année N-1 sur ton même... Oh là là. Long story short, ils ont le droit à laisser partir une personne dans mon grade par an. Enfin, c'est pas ils ont le droit, c'est ils ont l'obligation. Donc déjà, nous, on n'a jamais eu cette info-là. Clairement, on nous a toujours dit, vous faites votre vie, les gars, au bout de 10 ans. Donc déjà, poteau rose, tu te rends compte que c'est pas vrai. Et là, le discours est lunaire, où je suis convoqué en direction centrale avec mon ancien chef, un général 4 étoiles, le DRH, qui me font bien comprendre que, de toute façon, ils sont pas du tout tenus de me laisser partir. Et donc là, s'entame un bras de fer de 9 mois, où je suis muté en direction centrale. Donc, je suis content, j'arrive à Paris quand même. Oui, c'est déjà mieux pour tes projets Première futurs. étape, mais on me dit, là, gars, t'es quand même parti pour 3 ans. Voilà, Moi, j'entends juste, t'es parti à Paris, c'est tout. Pas pour 3 ans, carrément. Non. Je fais 2 mois, je dégoupille, vraiment, j'en peux plus. Tu m'étonnes. Je reprends rendez-vous et je leur dis non mais là en fait vous avez pas compris, je vais vraiment pas bien. J'ai pas parlé de ce petit sujet là, mais en fait quand j'étais à Toulon, j'étais allé voir une psy parce que j'étais littéralement en dépression. J'ai vraiment plus le goût de. À force. Si c'est pas du tout ce que tu veux faire et qu'on te pousse là-dedans, c'est juste horrible. Et que ça dure dans le temps. Exactement. Ah oui, puis tu te sens, tu parlais de prison dorée, c'est exactement ça. Mais tu c'est te ça. dis, attends, en fait là, je ne suis pas maître
de mon destin. Et tu n'étais pas en soi. Ah non, je sais pas. Donc, c'est... Alors bien sûr que ceux qui nous écoutent peuvent se dire non mais il s'attendait à quoi? Une militaire? Oui non mais en fait il y a la façon dont on te présente et la façon dont c'est vécu et dont c'est managé. Oui. Et tu ne peux pas commander comme une armée conventionnelle où t'as quand même ce délire de t'es muté avec tout le monde machin. Alors que là c'est un c'est environnement juste toi. ultra individualiste mélangé à 80% de civils où t'as pas du tout les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, etc. Et en fait, on te dit non, mais on va te bouger comme un pion au style armée de terre. Je t'épargne le fait que quand tu leur dis non, mais en fait, je vous explique, c'est bien gentil, mais vous êtes tous célibataires géographiques, ce qu'on appelle. Donc, vos compagnes, elles ont arrêté de bosser. Ouais, elles suivent, quoi. Machin, elles ont suivi 12 fois. Au bout d'un moment, elles vous ont dit, bon, bah, vous êtes mignons, en fait, et moi, je vais rester là. C'était un autre temps où il y a, en plus, bon, bah, l'armée, c'est quand même très profil catho, donc il y a beaucoup, beaucoup de familles nombreuses et des femmes qui sont devenues femmes au foyer. Bon, on a légèrement changé de paradigme. Légèrement. Donc voilà, donc tu leur dis, bah, en fait, ma compagne, elle est avocate, elle est ingé, elle est ce que tu veux, ou, enfin, sans avoir en tout cas, elle bouge cadre, pas etc. avec toi. Elle a sa vie, et c'est très bien, c'est fini. Oui, c'est fini ce temps-là, quoi. Et l'émancipation des femmes, ça fait un moment donné, quand même. Donc, bon, faut peut-être prendre en considération ça. Et puis, et en fait, non. Et les discours, c'est non, mais en fait, les jeunes, faut vraiment qu'on les bouge tous les 3 ans parce qu'après, ils se mettent à acheter des appartements ils et veulent à plus rencontrer partir. des copines et après, ils veulent plus bouger. Donc, tu es dans une faille spatio-temporelle intéressante pour 2023. Et donc, tu débarques comment avec ce podcast qu'on pourrait parler encore des heures? Ouais. Mais parlons rapidement du podcast. Comment est-ce que tu débarques dans l'entrepreneuriat? Bah, à force de rencontrer des entrepreneurs, ça te donne des idées. Ouais. Donc, tu cherches, tu sais pas du tout comment faire. Et puis, le problème de recevoir beaucoup de conseils, c'est que tu te mets vraiment dans un truc taiseux de chercher l'idée parfaite. T'as tellement de conseils, tu te dis, ouais, tout ce que j'ai, je peux faire un truc quand même. Et au bout d'un moment, il faut vraiment arrêter d'écouter les conseils et d'y aller. Pas évident. Surtout quand t'as un profil ingé, taiseux, en plus très, moi, je suis très soucieux du détail, de l'antithèse de l'entrepreneur où il faut exécuter le plus rapidement possible et après on voit, on corrige la trajectoire. Bon bah là, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit, donc ça a été un peu complexe à gérer, mais c'est vraiment une question d'état d'esprit. Je rencontre des personnes, j'interviewe un autre podcasteur qui est aussi entrepreneur. Il me propose un truc, on y va, on fait une première formation dans le podcast, ça marche bien, etc. On n'aspire pas aux mêmes choses, on s'y retrouve pas, bien évidemment. J'ai pas fait de contrat de pacte d'associés, j'ai pas créé de boîte commune, je me suis pas baqué juridiquement. J'ai fait tous les conseils qu'on m'avait donnés sur ce plan-là, je les ai absolument pas appliqués. Parce que c'est le début, c'est là, tu te dis ok, c'est ma porte de sortie, etc. Tu fais confiance. Et en plus, la chose qui m'a le plus perturbé, pas choqué, mais c'est que dans l'armée, comme je te l'évoquais, il y a beaucoup de valeurs, de respect. Oui. Donc tu t'attendais à ça de l'autre côté. Alors le problème, c'est que je m'attendais à ça un peu du monde en général. Du monde. Si tu veux, mon cerveau a pas. T'avais pas connecté. intégré que c'était plus l'armée et que à l'extérieur c'était pas comme ça. Exactement. Quoi. Alors l'armée, c'est pas le monde des bisounours. Chacun a son bout de gras à défendre, etc. Mais t'as pas vraiment de entre guillemets d'enjeu financier on peut t'arnaquer, etc. À ces sujets-là, par essence. Mais vraiment, t'as une notion de le respect, quoi, les valeurs. Et il y a aucun moment tu peux te dire, en fait, ces intérêts vont passer avant les tiens, ce qui est le cas dans énormément de situations. La plupart. Et d'autres, la plupart, parce que tu t'inscris pas dans un challenge collectif, en fait. L'armée française, c'est faire tourner cette belle et grande machine qui soutient des personnes en métropole, en opération extérieure, à défendre les intérêts du pays sur le territoire. Bon là, quand on parle d'argent et de gagner sa vie, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Bien sûr que non. Là, d'un coup, c'est individualiste. Exactement. Et donc moi, beaucoup trop, oui quoi dans l'histoire. Hein. C'est béni oui dans le sens où à mille lieues d'imaginer de ces sujets-là, donc beaucoup de confiance. Alors après, j'ai fait des erreurs aussi. J'ai probablement pas communiqué au moment opportun, mes ressentis, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est arrivé un moment où on a dû arrêter notre association. Plutôt compliqué, pas besoin d'entrer dans les détails, mais c'est souvent comme ça. Hein. De toute façon,
la cause numéro 1 d'échec dans l'entrepreneuriat, c'est l'association. Mais bien sûr. La 2, c'est quand tu lèves des fonds. Mais donc l'association, c'est un véritable mariage. On parle Ouais. tout le temps de ça, mais pour ceux qui l'ont vécu, c'est véritablement ça. Il faut que tu sois très aligné avec la personne, que t'aies pas de micromanagement de l'un vers l'autre. Enfin, en tout cas, il faut être d'accord sur si tu as un profil très, tu veux avoir tes thématiques, etc. Bon, faut que l'autre soit d'accord avec ça. Bon, bah écoute, expérience qui se finit pas terrible, mais oui, mais t'apprends. Expérience quand même, ouais, t'as appris. T'apprends. J'ai quand même mon podcast à côté. J'ai pas mal je fais plein de rencontres, etc. Je me dis, bon, ok, on faisait de la formation dans le podcast, c'était cool. J'ai cette bonne fibre de transmission. J'ai appris tellement de choses qu'effectivement, je savais que j'ai de la plus-value. Je me dis, ce qui est cool quand même, former, c'est bien. Mais j'ai envie d'aller sur quelque chose qui est un peu plus rémunérateur et accompagner des entrepreneurs et entreprises dans leur stratégie de création de contenu à partir du format long que l'on peut décliner en contenu court, long, audio, vidéo, post LinkedIn, etc. pour en faire une content factory, travailler sur leur stratégie d'acquisition, ce qu'on appelle inbound, c'est-à-dire tu fais parler de toi et c'est les personnes intéressées par tes services qui viennent à toi et c'est pas toi l'inverse qui va les contacter, voilà. Et donc je me dis, je vais faire ça. Comment tu fais au début? C'est un service, donc c'est pas comme si tu avais une formation à tourner au préalable, etc. Et pour le coup, sur la première expérience, on l'avait bien faite, on avait vendu la formation avant de la tourner. C'est hyper, dans ce milieu-là, c'est hyper important parce qu'en fait, si tu penses à répondre à un besoin mais que tu l'as pas validé, que tu passes des heures à fabriquer un produit et que personne ne veut l'acheter, t'as perdu des mois. Un service comme ça, exécutif, bon, en fait, tu vends la presta et après tu l'exécutes, mais t'as pas de production en tant que telle, c'est à partir de ce que tu aurais pu shooter que voilà, tu le déclines. Donc là, en fait, tu es obligé de monter en compétences en sales. Donc là, tu te formes, Donc là, je me forme, je suis des ouvrages, j'achète les bouquins d'Alex Hormozy pour ceux qui sont un peu dans l'écosystème, qui sont connus. Et puis tu essaies des choses et tu te rends compte que en fait, la vente, c'est vraiment un métier. Bien sûr. Et que c'est hyper dur. Que tu as que c'est... Alors, je m'en suis pas tout de suite rendu compte, mais en fait, c'est pas vraiment technique, la vente. Alors, il y a de la technique, mais c'est avant tout une question d'état d'esprit. Et il faut vraiment t'enlever le truc de ça, c'est pas possible, ou j'ai peur de faire ça. Si t'as ces freins-là, tu seras pas un bon vendeur. T'arriveras pas bien à vendre. Et t'avais jamais vendu en plus à ce moment-là. Jamais vendu. Tout était nouveau. Ouais, totalement nouveau, hein, comme la compta, comme la création de contenu, comme quand t'es entrepreneur, tu découvres mille sujets, hein, vraiment. Bien sûr. Là, tu touches à tout. Ok, le marché public, ça ne va pas me servir. Intéressant. Donc là, tu penses 1 milliard de vidéos. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je rencontre quelqu'un qui aide des entrepreneurs à se former sur ces sujets-là. Avec le peu d'argent que j'avais récupéré de mon premier business, je me dis écoute, je réinvestis tout dans l'accompagnement et je prends un accompagnement développement stratégie commerciale. Donc je me fais accompagner, vraiment définir ta proposition de valeur, machin, et vraiment rentrer dans le process de vente. Et on commence par ce qu'on appelle du cold call, de l'appel à froid. Ouais, très formateur, mais très compliqué. Très formateur, merveilleux arc narratif, où en fait, donc au début, on t'explique comment ça marche, les différents steps. Tu fais des shoots à blanc au début, avec mon coach, donc tu fais des essais, et puis après tu sautes dans le grand bain, quoi. Donc au début, tu commences à appeler des gens que tu connais. C'est un peu plus facile. Même si c'est un peu bizarre, parce que le process reste particulier, et voilà. Oui, et puis après, tu te mets à appeler des gens que tu connais pas. Encore plus bizarre. Et là, vraiment, ça te casse des barrières mentales où tu te dis, surtout quand t'as tes premières réussites, en fait. Et tu te dis, ah ouais, c'est possible. Et je suis en contact avec des personnes. Ouais, que tu pensais jamais. Où du premier coup, donc le premier appel, c'est toujours en vue d'un second appel. Tu leur vends pas directement tes services. C'est vraiment pour catcher leur attention et puis avoir un rendez-vous un peu plus, leur faire comprendre pourquoi tu les appelles, mais voilà. Et en fait, de ces premiers appels-là, j'ai réussi à décrocher plus que des rendez-vous, ça m'a permis de faire venir des profils incroyables dans mon podcast, qui m'ont invité à leur déj privé de machin, etc. Tu dis, incroyable. Je continue ça, mais sur le plan business, ça marche, mais c'est pas skyrocketing, parce que l'entrepreneuriat, c'est dur. Oui. Quand t'es sur LinkedIn, c'est bien, tu vois des gens qui réussissent, mais... t'as l'impression que c'est facile, hein. T'as l'impression qu'ils réussissent, parce que... Oui, il y en a beaucoup derrière. T'es obligé de... En fait, t'as ce truc pour ton premier client, si tu dis que t'as jamais eu de client, personne ne veut travailler avec toi. T'as un peu fake it until you make it, et même dans le sujet de oui, j'ai déjà eu des clients. Bien sûr. Donc t'as plein de personnes, t'as l'impression que ça marche et faut pas d'argent. Et puis t'as des personnes, ça marche. Et toi, t'as fait de l'argent assez rapidement avec ça ou
j'ai fait un peu d'argent avec ça, mais pas de quoi en vivre, en tout cas pas suffisamment pour payer les charges, les trucs, les coûts de prod, les studios, voilà. Bah ouais, c'est ça. Mais quand même compliqué. Mais bon, je me dis de toute façon, ça fait pas longtemps que je suis dans le jeu, comme on dit. Donc je peux pas m'attendre à des miracles. Oui. J'ai interviewé suffisamment d'entrepreneurs pour savoir que ça décolle pas tout de suite. Donc je me dis résilience, restons là-dessus. J'ai la chance maintenant d'avoir une bonne audience et d'avoir un peu plus de 70 interviews maintenant, donc assez facile de rentrer en contact avec des personnes que tu veux recevoir, mais tu as aussi des relations presse qui te contactent pour faire passer des profils. Et donc là, il y a une personne qui me contacte, qui me dit là, il y a un entrepreneur, Christopher Wengen, qui organise un événement fin d'année, le Z-Project, et on aimerait beaucoup que vous puissiez le recevoir. Je dis ok, bon. Je savais pas qui c'était. Ah, tu savais pas qui c'était? Non, je savais pas. Ah si, ouais. Je dis est-ce que vous pouvez, c'était son attaché presse, donc ça va. Je lui dis, est-ce que vous pouvez m'envoyer les éléments que je regarde? Je vois que le mec, effectivement, avait 3 boîtes. Très profil quand même, influenceur. Mais bon, je regarde sa communauté sur Insta, sur LinkedIn, machin. Je me dis, au pire, bonne visibilité. Bien sûr. Donc je lui dis, carrément. Et puis là, il me dit, écoutez, dans 2 jours, il y a une conférence de presse qui se tient dans les locaux de M6. Parce qu'en fait, l'événement qu'il organise est coproduit par M6 et on aimerait beaucoup que vous soyez là. Bien évidemment. J'arrive. Bien évidemment que je libère mon agenda. Je me pointe là-bas, locaux de M6, hyper drôle. Tu prends l'ascenseur, t'as les stats de tous les programmes de la veille, de la pénétration de marché, de l'âge moyen et tout. Moi, je suis comme un gamin là-dedans. Je me dis, c'est génial. Ah oui. Et j'arrive dans la salle de réunion. Je m'attendais pas du tout à ça. En fait, c'est un peu une salle comme là dans laquelle on tourne ici. Une table ronde un peu plus grande avec des jus de fruits, des croissants. Et là, je comprends qu'en fait, on est très peu de médias. On est 3 médias. Et par contre, c'est surstaffé. Donc, il y a le directeur de M6 Unlimited, son adjoint, Christopher Wengen, un entrepreneur qui va pitcher à l'événement, l'attaché de presse, un photographe qui a pas pris de photos. Ouais, ça fait beaucoup de personnes. Et c'est pas une blague, il a vraiment pas pris de photos. Ça fait beaucoup de personnes. Ils te font la présentation du projet. Tu challenges un peu, t'es là pour ça, de toute façon, on pose des questions, vous en pensez quoi, machin. Moi, vraiment, avec la casquette en plus entrepreneuriale, c'est vraiment la cible qui vise, et voilà. Parce que le sujet, c'est que le Z-Project, c'est un événement qui mêle entrepreneuriat et divertissement, où en journée, c'est des talks, et le soir, c'est un gros stuff, avec des budgets et tout. Et il se trouve que l'entrepreneur qui va pitcher à l'événement, c'est Thomas Rebaud, c'est le fondateur et ex-CEO de Miro, M2ERO, qui est une des licornes françaises, qui a levé un peu plus de 300 millions d'euros. Petite boîte. Une petite boîte comme ça. Petite boîte qui a fait 2-3 trucs. Quand je rentre dans la pièce, je me dis, je sais pas qui c'est, mais je sais qui c'est, mais j'arrive pas à remettre le nom. Je sors discrètement mon portable. Ah oui. Donc déjà, direct dans ma tête, en plus, avoir fait du call pour dans la vie réelle, ça te sert vachement parce que t'as plus aucune limite. T'as plus peur, bien sûr. T'as plus peur de rien. Bon, toute proportion gardée, hein. Si je vois notre cher président Emmanuel Macron dans la rue, peut-être que j'aurais probablement pas accès. Voilà. Il y aura peut-être 1 ou 2 gardes du corps sur le chemin. Mais t'as peut-être un peu plus de pression d'aller le pitcher. Oui, mais tu pourrais plus facilement le faire que sans le coach. Exactement. Et donc je me dis, déjà Thomas, toi, t'es mort à la fin oui, c'est pour moi. de la réunion, je te saute dessus. Donc bon, on parle, etc. Et puis je vois bien qu'avec Thomas, on a des sujets sur ça. Et donc je vais le voir à la fin. Et je lui dis, trop cool ce que t'as fait avec Miro. Je lui dis pas tout de suite que je veux le recevoir dans le podcast. Il me dit, ouais, j'ai des sujets, création de contenu, mêlons divertissement, entrepreneuriat. Je dis, écoute, génial. Moi, c'est carrément mes thématiques. Si tu veux, on s'en parle. Ah bah ouais, on échange de numéro. Sympa. Je sors, je rentre chez moi 1 heure après. Salut Thomas. Et encore, je l'ai pas appelé. Mon coach, je pense, m'aurait une petite balayette en me disant pourquoi tu l'as pas appelé. Bon, petit WhatsApp. Oui, c'est déjà bien. En vrai, faut appeler, mais WhatsApp. Et puis, très rapidement, en fait, j'arrive à avoir un rendez-vous le lendemain. Moi, j'y vais, là, pas pour le faire passer dans mon podcast, mais clairement pour prendre une mission avec mon studio de prod. Une mission pas facile à cadrer parce que je comprends qu'en fait, il a un enjeu perso et un enjeu pour sa boîte. Et en fait, il m'explique ce qu'il est en train de faire. Il me dit, en fait, quand je suis sorti de Miro, je savais pas si j'allais retravailler une fois dans ma vie. Parce que, il avait réussi à dégager suffisamment d'argent par les différentes levées de fonds que voilà. Sauf qu'en fait, au bout de 3 mois, il pétait une durite et il s'est dit, faut vraiment que je fasse quelque chose, parce qu'en tant que créatif hyperactif, il a eu un tunnel Call of Duty, il a compris qu'il pouvait pas être pro, donc il s'est dit, maintenant, il faut que je refasse autre chose. Donc il m'a dit, j'ai lancé 3 boîtes. Ah, d'accord. Sympa. Intéressant. Dont une, je reprends le concept d'Anthony Bourbon de démocratiser l'investissement dans l'écosystème startup que les personnes n'ont pas forcément accès,
un ticket très accessible aux individuels. Aux individuels. C'est fait en France. Nous, on n'opère pas en France, on opère partout dans le monde. Et ça n'a pas de lien avec la boîte d'Anthony. Oui. C'est une boîte à part, mais sauf que voilà, on a payé des trucs pour avoir on a repris le concept, le nom, le machin. On a déployé l'Espagne, on va déployer l'Italie et les Nordiques d'ici septembre. Et horizon 3 ans, une vingtaine de clubs. Et horizon 10 ans, le plus gros fonds d'investissement au monde fonds d'investissement au monde dans l'écosystème startup private equity. Donc là, incroyable. Ce mec est un grand malade. Ah oui, clairement, tu dis premier ressenti. Et puis, en fait, quand il faut savoir saisir les opportunités au bon dans la vie. Et donc là, je mets un peu mon ego de côté d'entrepreneur. Je me dis, si je recrute, c'est au tout début de l'aventure. Oui. Ça peut être incroyable. Bien sûr. Et donc, on fait 1 heure de talk, de conversation sur comment je peux l'aider et tout. Et à la fin, il me dit, je vais retourner bosser. Ouais, oui. Je fais, et au fait, tu recrutes? Là, les yeux grands ouverts. Oui, je sais pas. Tu penses à qui? Moi. Salut. On repart sur une demi-heure de conversation. Et puis, il me dit, écoute, moi j'ai 2 sujets, de l'opérationnel et du marketing. Dis-moi comment tu vois les choses, il m'explique un peu, etc. Donc on commence à échanger par mail, je rencontre son cofondateur Benoît. On fait un ping-pong de 2 semaines, un cas d'études, machin, etc. Et puis, ça match. Et puis il me dit, écoute, je leur fais bien comprendre que moi aussi je suis ambitieux, que si je les rejoins, c'est pas pour avoir un petit poste de petite main exécutif, de faire 3 assets graphiques pour faire un peu de com et des posts sur LinkedIn, que si je viens, c'est directeur marketing, quoi. Et ils me disent oui. Tout ce que j'ai pu faire, en fait, tout est lié. Tout t'a amené vers ce poste, quoi. Toutes les différentes étapes, tout ce que j'ai pu apprendre en marketing, en vente, en créer du réseau, savoir se vendre, saisir les opportunités, y aller, pas avoir peur, etc. Mon expérience d'avoir monté des business avec un peu d'opération, un business, avec de l'opérationnel, etc. Le management, le côté très carré avec l'armée, la gestion, tout ça. Oui, tout est lié et tout a emmené vers cette opportunité. Exactement. Et je voulais te demander quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, qui ne sait pas par où commencer. Avec le recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à la base? On a souvent des pressentiments de si tu fais quelque chose et que tu as la boule au ventre, c'est que globalement, il y a quelque chose qui se passe mal. Tout est au bon endroit. Ouais. Ah. Alors, ça dépend. Ça dépend. Dans mon cas, en fait, quand tu as bien, si tu veux, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et si tu es en train de te remettre en question, de te dire, mais là, ce que je fais, ça me plaît vraiment pas et je suis en train de m'enterrer dans quelque chose, c'est là où c'est difficile, c'est de se dire qu'il y a des solutions et qu'il n'y a pas que celle qui est prévue et pour laquelle on peut potentiellement te formater, parce que clairement, les études, ça te formate à être... la société en général. Ouais, la société en général, mais voilà, être essentiellement salarié. Voilà. Aujourd'hui, il y a plein de modèles, il y a du freelance, il y a solopreneur, multipreneur, entrepreneur, cofondateur, et il y a du temps partiel dans des boîtes pour avoir son projet à côté. Il y a 1001 façons de faire, il y a de l'institutionnel, il y a plein de choses, mais il y a vraiment cette barrière de dire j'ai pas fait les études pour, il y a ceci, il y a cela. Et en fait, là où tout se joue, c'est les connexions que tu vas pouvoir créer avec les personnes. C'est ça qui va t'emmener vers des nouvelles opportunités. Exactement. Sauf que pour ça, en fait, si tu parles pas aux gens, si tu fais pas la démarche d'aller vers eux et de demander, parce que clairement, on te donnera jamais ce que tu demandes pas. Ou alors, c'est vraiment, t'as un bol monstre et ça va arriver une fois tous les 10 ans, ce qui est pas beaucoup. Non. Donc, si tu veux quelque chose, il faut le demander. Et en fait, plus tu demandes haut, et plus t'as de chances de l'atteindre. En tout cas, et ça fait un peu cliché comme phrase, mais pour l'avoir testé un paquet de fois quand même, ça marche en fait. Donc, et c'est logique. C'est exactement ce qui s'est passé et ce pourquoi tu es là aujourd'hui. Exactement. Quand je t'ai envoyé le message, je me suis dit, bon, au pire, il me dit non, mais au moins j'aurais essayé et j'ai une chance de l'atteindre comme ça. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc si tu le fais pas, tu peux pas savoir. Au pire, t'auras appris. Et puis au mieux ça marche. Et puis au mieux ça marche. Dans tous les cas, ça fera une bonne histoire à raconter. Oui, clairement, c'est exactement ça. donc voilà, donc tout ce que tu fais, c'est toujours comme ça. Mais la leçon que je retiens vraiment, c'est j'emprunte cette phrase je sais plus si c'est Big Flo ou Oli qui dit ça dans une de leurs chansons, mais je préfère avoir des remords que des regrets.
Les remords, c'est quelque chose que tu as fait, mais que finalement, a posteriori, bon, peut-être que tu t'aurais peut-être pas dû le faire. Et le regret, c'est quelque chose que justement tu n'as pas fait et tu aurais dû faire. C'est le pire. Et toute la différence, c'est qu'il y en a un, tu es acteur de ta vie et des actions que tu entreprends. Quelle que soit la trajectoire, tu peux la corriger. Mais au moins, tu as tenté et tu peux pas te dire « Ah, mais... qu'est-ce que ça aurait été si j'avais fait ça, si j'avais essayé. » Et c'est là, en fait, où tu ouvres la boîte de Pandore et tout est possible, quoi. Ah, c'est un bon conseil et c'est exactement, je pense exactement la même chose. Il faut oser, il faut jamais regretter quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Et donc, avant de terminer, je t'ai demandé d'emmener un objet. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est cet objet et pourquoi celui-ci? Ouais, tout à fait. Alors, bon, normalement, vous le verrez en photo quand vous verrez passer l'épisode. Donc, ce que j'ai ramené, ça s'appelle une Micrale. Donc, c'est un collier avec une petite équerre en pendentif. Alors, je vous disais qu'aux Arts et Métiers, il y a des traditions, ça en fait partie. D'accord. C'est que une fois que on sort de l'école, c'est un symbole que l'on reçoit d'appartenance, en gros, à l'école, qui a eu différentes origines dans le passé. Petite connotation à la franc-maçonnerie, mais plus sur le côté ingénierie et beaucoup étaient des contremaîtres à l'époque et une grosse dimension ingénieur, conception derrière. Donc c'est plus à voir comme un outil plus qu'une secte voilà, de pouvoir. Mais et donc en fait ça symbolise une appartenance. Dessus j'ai mon surnom donc c'est Didas. D'accord. On a tous un surnom en fonction des centres des arts et métiers qui sont plus ou moins des jeux de mots avec ton nom de famille ou des significations un peu plus perso. Voilà. Ouais. Mon numéro de famille qui est le 153 et ma promotion qui est Angers 214. Et au verso, des petites inscriptions souvent qui sont liées avec les différentes responsabilités que tu as pu tenir au sein de pendant ton parcours en fait, pendant tes études. Et donc c'est un collier que j'ai tout le temps autour de mon cou, que je porte tout le temps sous la douche, à la plage, quand je vais faire du sport, etc., que je quitte jamais. Et en fait, pour moi, ça me rappelle, surtout quand c'est les moments un peu durs et tu dois un peu redoubler d'efforts, d'où je viens, que j'ai vraiment cravaché. Je suis remonté plusieurs fois, entre guillemets, la pente, même si, attention, j'ai jamais eu de problème d'argent, vécu sous les ponts, etc. J'ai jamais eu de problème de santé, voilà, mais bon, toute proportion gardée. Eh ben, j'ai agi au moment où il fallait. J'ai provoqué ma chance, mes opportunités. Pas grand monde aurait misé sur moi pour aller en prépa. Mes profs, les premiers. Tu déjoues les statistiques, tu te donnes les moyens de réussir. Et en fait, c'est la matérialisation de tout ça. Et qui est du coup très symbolique. Bon, en plus que c'est un bijou sympa et que voilà, ça symbolise ton appartenance à l'école. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. Et c'est de se dire, faut pas se rester ancré dans le passé, c'est pas parce que j'ai fait tout ça et que voilà, faut toujours se remettre en question et puis continuer à aller de l'avant parce qu'en fait, ce qu'on te donne, on peut te le reprendre très facilement. Bien sûr. Ça te définit pas. C'est une partie de toi, mais exactement. Et donc, pour moi, c'est un symbole que je garde et t'as aussi un peu ce côté de. C'est toujours marrant quand tu es dans des événements où tu le sors et ça te permet de te reconnaître entre personnes qui ont la ref et de te connecter. Mais voilà, au-delà de ça, c'est vraiment c'est une symbolique forte pour moi une représentativité de mon passage, de ce que j'ai pu faire jusqu'à sortir de mon école d'ingé. Et le fait de l'avoir avec moi, voilà, ça me rappelle que pour accomplir des choses, il faut s'en donner les moyens et que les autres vont pas attendre que tu le fasses. Que je le fasse pour prendre ma place. T'es le seul maître de ton destin, ça, c'est sûr. Écoute, c'est une belle histoire. Merci d'avoir partagé cette histoire. Je te remercie d'avoir partagé ton parcours, qui est très inspirant. Je te remercie d'avoir été ici aujourd'hui et je te souhaite le meilleur, plein de projets, de la réussite et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Odyssée jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Rendez-vous tous les dimanches à 16h pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi pour ne rien rater. À très vite.